Bonjour, mères au pluriel. Bonjour. Bonjour. On a une Diane, une Lynn, une Stéphanie. On a bousculé vos habitudes, auditeurs, auditrices, avec de nouvelles mamans et une vétérane, Ouais, vétérante, vétérante. ouais, pionnière en tout cas. Diane, qui est aujourd'hui avec Philippe. Oui. Ça, c'est sympathique. Ouais. Diane Chenevert. Il y a, bon, Lynn et Stéphanie, on vous connaît pas vraiment. Bon, il y en a qui vont peut-être se souvenir du nom de Lynn Laporte parce que ce n'est pas la première fois qu'elle vient faire son tour, mais c'est la première fois vraiment où on pose des questions à Maman Lynn en général. Donc, peut-être nous donner un petit peu le profil de votre famille. Ah oui, avec plaisir. Alors, je suis maman de 4 enfants. Mon plus vieux de 24 ans est TDA léger. Mon second de 15 ans est TDAH, c'est-à-dire trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Il est top, trouble oppositionnel avec provocation, et il est dyslexique. Mon troisième de 13 ans est TSA de type Asperger, il est TDAH. Et ma petite dernière de 8 ans est TDAH aussi. Alors voilà. Et à ceux qui se posent la question, pourquoi 4 enfants? Parce que plein de gens qui vont se la poser, la question. Je dirais, j'ai toujours voulu une grande famille, déjà en partant. Mon premier, sa difficulté est pas si apparente que ça. Mon second, j'étais enceinte, je savais qu'il était hyperactif, donc j'ai pas dormi de ma grossesse, sauf par cycle de 20 minutes. Donc, ça n'a pas été une grande surprise et ça me faisait pas peur du tout. Quant à mon troisième, son TSA, son trouble du spectre de l'autisme, c'est quelque chose qui est arrivé un peu comme un poil sur la soupe. Pour moi, c'est pas une dramatisation non plus. Ouais. Et avoir la quatrième, ben il fallait que j'essaie d'avoir une fille à quelque part dans tout ça. Donc, mais c'est ça. J'aime les grosses familles. Mon fils est parti pour avoir une grosse famille aussi. Mon fils est né. J'en suis très heureuse. Donc, voilà. Et c'est le deuxième qui a un top? Le deuxième a un top, le troisième a un TSA. C'est maman qui le provoquait, là. Il était tout seul, puis déjà, il essayait de contrôler un peu, là, puis de gérer les émotions autour de lui. Stéphanie Delisle, un petit peu, vous, votre quotidien familial, ça ressemble à quoi? Ben moi, ma petite famille, en fait, c'est assez simple. J'ai 2 petits bouts de chou. Un très, très, très petit bout de 1 an, Raoul, et puis un petit encore de 4 ans, Oscar. Et puis... Mais il ne devrait pas rester petit longtemps parce que lorsque je vous ai accueilli, vous me semblez assez grande. Ah oui, bon, ben écoutez, oui, je crois qu'ils vont héréditer de ça pour les 2. Et puis finalement, c'est ça, nous... On est une famille urbaine, on habite en ville, on marche, et puis c'est ça notre style de vie à nous. On voulait savoir aujourd'hui un petit peu comment, comme maman, mais aussi comme parent, parce que souvent ça se fait à deux, ce genre de truc-là. Qu'est-ce qu'on fait avec les sujets plus difficiles que l'on a à partager, que l'on a à expliquer? On sait qu'au lendemain du 11 septembre, souvent, ce sont les questions que l'on s'est posées. Qu'est-ce qu'on fait à l'école? Comment reprendre ce qui s'est passé hier? On ne peut pas escamoter. Donc, que ce soit la guerre, la violence, que ce soit le décès de quelqu'un, les différences économiques. Mon ami et ses parents, ils ont plein d'argent. Nous autres, on se nourrit au Cheese Whiz. Peut-être la religion, les cultures, les coutumes. C'est pas toujours simple et en plus, bon, mais chacune, vous avez des réalités bien différentes, donc sûrement des façons bien différentes d'aborder. Diane, vous avez aussi, je me souviens plus du nom de votre fille, Camille. Mais Camille, voilà. Donc, comment vous amenez, disons, si vous avez eu à, dans le passé, amener des sujets en disant, OK, là, ça, il y a un problème, il faut s'asseoir, ou, tu sais, ça peut être un problème dans le sens, il faut qu'elle comprenne ce qui se passe et on va lui expliquer le mieux qu'on peut. Ben, je vais vous donner un exemple, parce que quand le sujet est venu qui a été proposé hier, j'ai tout de suite pensé au suicide du frère de mon mari, donc l'oncle de Camille, qui est arrivé il y a 2 ans. C'en est un bon, ça. C'en est un bon. Oui. Hein? Elle avait 14 ans, et puis c'était son parrain. Tous ses mots de passe à Michel, il s'appelait Michel,
était du nom de Camille, Camille 1, Camille 2, Camille 3. Il l'aimait tellement, puis Camille l'aimait tellement, et il a pris un petit peu le rôle de grand frère pour Camille, puisqu'elle a un frère handicapé lourdement, que vous voyez ici, là, ou que vous sentez ici. Et puis, alors le suicide, en fait, la meilleure manière, je pense, c'était de l'écouter faire sa crise. Et puis, je pense que, bon, pour le suicide, je suis allée chercher, j'ai appelé Action Suicide tout de suite pour me faire donner des images pour un enfant de 14 ans. Et puis, ils m'ont donné des images, puis j'ai commencé tout doucement à lui en donner des images. Mais j'ai pris je dirais un 24 heures juste à écouter. Ah oui. Juste à écouter. Ça a été la même chose. Bon, elle avait, le 11 septembre, bon, elle avait juste 2-3 ans, fait que ça a été plus difficile. Ouais. Mais on n'a pas abordé ce sujet-là. Il y a à peu près un mois, il y a une petite fille dans sa classe qui s'est suicidée dans le métro. Alors, ce qu'on lui avait enseigné avec son oncle, elle a été capable de le transposer pour ses copines. Alors, je pense que à un moment donné, je pense qu'on arrive à trouver les moments, mais la première chose, c'est de les écouter. Est-ce que Camille est volubile parce qu'elle aurait pu rien dire? Et quand on n'a rien à écouter, là, on se sent un petit peu dépourvu, j'imagine. Exact. Alors, je pense que Camille est devenue volubile à cause de son frère, mais effectivement, elle se referme souvent comme une huître. Et je pense que ça aussi, il faut le respecter. Ouais. Quand c'est le temps de parler, elle va parler. Et si elle n'est pas capable, je pense qu'il faut l'amener sur le sujet, mais souvent avec d'autres sujets. Moi, je l'amène avec des choses plus simples. Ça peut être, par exemple, on mange ça ce soir, mon oncle Michel aimait ça. Puis là, là ça part. Ou des choses comme... mais maman ne cherche pas le trouble, là? Oui. Maman cherche le trouble. Okay. Je pense que maman cherche le trouble. Mais c'est la seule manière, je pense, de sortir. Des fois, il faut choquer pour faire sortir les émotions. Puis moi, c'est plus mon approche. Jusqu'à date, je fais ça avec mon fils, je fais ça avec mon mari, je choque. C'est comme une annonce de 30 secondes. Là. C'est bien reçu en général? Généralement, oui, parce que tu peux choquer gentiment. Tu n'es pas obligé de choquer en élevant le ton de la voix ou quoi que ce soit. Puis ça fait réfléchir. Puis mais il faut que tu sois prêt, par exemple, à avoir un contre-choc. Ouais. Un contre-choc qui peut être difficile à prendre. Mais ils ont le droit de réagir à leur façon. Ils ont tout à fait le droit. Moi, c'est ma méthode. Je choque. Ouais. Quelqu'un d'autre qui... je me souviens plus de Lynn. Bon, vous en avez quelques-uns. Les âges et tout, là, mais justement, selon l'âge, il y a eu des occasions dans votre vie où, avant d'aborder un sujet, il a fallu que vous y pensiez? Présentement, j'amènerais l'idée de la sexualité, étant donné que j'ai deux ados et que j'ai ma fille qui a quand même 4 ans de différence avec mon troisième fils, mais elle suit le courant envers et contre tous. Elle n'a que 8 ans, mais elle suit le courant pareil. Pour moi, l'important dans n'importe quel sujet que j'aborde qui semble être compliqué ou bien que je sens qu'il y a une certaine fermeture, c'est la franchise. Essayer d'utiliser des termes de remplacement pour parler, exemple, de la sexualité. Un organe génital, c'est un organe génital. Ouais. C'est pas un bobo, c'est pas un didi, c'est pas... Bon, on appelle les choses telles qu'elles sont. Les images aident beaucoup aussi. C'est sûr qu'avec mon fils de 15 ans, la discussion est passée à un autre niveau maintenant. Il y a eu tout ce qui devait avoir au niveau de la biologie. Oui, et la biologie à l'école aussi, parce qu'ils en discutent à l'école maintenant de la sexualité. Ils en discutent d'une façon très biologique. Mon fils qui est autiste, lui, c'est vraiment, vraiment au niveau des images. On utilise énormément la télévision. Donc, autant qu'on peut écouter des émissions où c'est que la sexualité, elle est plus sexuelle, autant que je vais en écouter par exprès avec lui des émissions à l'eau de rose où c'est que la sexualité est plus sensualité, pour qu'il puisse comparer la différence entre les deux. Parce que l'action de faire du sexe, c'est une chose. Pauvre, il faut qu'il se tape les feux de l'amour parce que maman veut l'éduquer avec... Non, pas nécessairement les feux de l'amour, mais on peut penser, exemple, voyons, comment ça s'appelle, qu'est-ce qui vient de sortir? La Belle et la Bête, entre autres, où c'est que les échanges de regards sont très, très parlants, très significatifs, la façon de se toucher, la tendresse sur les épaules, c'est tous des signes d'affection qui emmènent éventuellement à une relation amoureuse, qui sont un bon début. Mais lui, il a vraiment besoin de pouvoir avoir des images.
Que ce soit avec mon plus vieux ou que ce soit avec lui, la règle est la même chose avec ma fille. Il pose des questions, je réponds avec franchise, en utilisant les termes qui sont les vrais termes, la réalité, et non pas essayer de dévier pour pouvoir outrepasser un malaise que moi j'aurais, que je pourrais leur transmettre. Pour moi, c'est très, très, très important ça. Ma fille, c'est une autre chose. Elle écoute et elle voit ce qui se passe avec les deux frères. Elle veut se calquer à ça, mais avec les amis de son âge et les parents, ça passe pas nécessairement bien. Une fille versus un garçon aussi, la façon de s'y prendre, ça doit être un petit peu c'est un petit peu différent. Également, là. Oui, effectivement. Donc, elle, c'est vraiment un mix des deux. Donc, elle a une connaissance qu'elle ne devrait pas nécessairement avoir à l'âge qu'elle a parce qu'elle est la petite dernière de 3 grands. D'un autre côté, elle a une ouverture d'apprentissage et une façon d'aborder le sujet qui est déjà plus délicat à la base que des garçons. Je m'amuse souvent à dire à 3 garçons, je sais c'est quoi des gars, mais je sais pas c'est quoi des filles. Mais je sais que ma fille, c'est pas un gars. Donc, la façon d'aborder les sujets sont différents par rapport à ça. Ouais. Lorsqu'on a des enfants d'1 an, 4 ans, c'est autre chose. Est-ce qu'il y a eu, disons, pour l'enfant de 4 ans, une situation un peu choc, peut-être qu'il y a vu une bagarre dans la rue, peut-être, je sais pas, j'essaie de penser. Oui, mais en fait, c'est que à partir de 4 ans, même un petit peu avant, je pense 3 ans, 3 ans et demi, on rentre dans une phase qui est la phase des pourquoi. Je sais pas si, mesdames, vous vous en souvenez, mais c'est une phase assez importante parce qu'en tant que parents, ça nous confronte à ce genre de questions naïves. Qui regroupe autant pourquoi le ciel est bleu que pourquoi le monsieur embrasse un monsieur. Donc je pense que pour eux, il n'y a pas encore de sujet difficile. Il n'y a pas encore de sujet tabou. C'est vraiment... je pense qu'à ce niveau-là... oui, puis il n'y a rien de véritablement ancré encore à cet âge-là. Donc, non. C'est moins troublant de voir 2 messieurs s'embrasser à 3 ans qu'à 33 ans si c'est la première fois qu'on voit ça. C'est ça, exactement. Donc, ça revient à se poser la question en tant que parent, jusqu'où je vais, parce qu'il n'y a pas nécessairement de bonne ou de mauvaise façon. Je pense qu'il faut y aller avec comment on est naturellement. Donc, c'est d'y aller naturellement dans nos réponses. Mais mon conjoint et moi, on s'est quand même posé la question... dernièrement, j'ai eu à séjourner 2 fois à l'hôpital pour des problèmes de santé. Puis, la première fois... je me suis pas posé de questions. Maman, où vas-tu? Ah, je vais à l'hôpital. Ah, c'est quoi l'hôpital? L'hôpital, c'est où est-ce que les gens sont malades. Maman, tu es malade? Oui. Oh, OK. Est-ce que j'en ai dit trop? Mon conjoint, ouais, ben, je suis pas si... Bon, est-ce que ça vaut la peine? Il faut vraiment répondre à ces questions-là en détail. Alors, la première fois, parce qu'en fait, les enfants, ils sentent quand il y a quelque chose qui cloche. Ouais. Non seulement qui cloche, mais qui est différent à leur routine de tous les jours, surtout en bas âge. Je pense que la routine est super importante. Donc, ils sentent peut-être de l'anxiété quand ces réponses-là ne sont pas répondues, si on veut, s'ils n'ont pas de réponse à leurs questions. Donc, à ce moment-là, la première fois, je m'y suis prise comme ça, en répondant de façon très, très honnête. Et puis, j'ai ressenti, bon, il faut dire que mon plus vieux de 4 ans est très, très sensible. Puis, j'ai senti que ça avait bouleversé son univers, même si ça avait été, oui, c'était différent pour lui. Puis, même si on reste chez grand-papa, grand-maman pendant la convalescence, que c'est supposé d'être le fun. Change quelque chose, quand même, là. Oui, mais maman, où es-tu? Là, on pose des questions au téléphone et tout ça. Donc, la deuxième fois, on a décidé de s'y prendre autrement, sans nécessairement cacher la vérité, mais focusser sur ce qui est le fun. Focusser sur le fait, cette fois-ci, là, on va chez grand-maman, puis ça va être le fun, on va manger du chocolat, puis non, maman, elle n'est pas là, mais papa, il est là, puis ça va être... peut-être plus focusé sur l'attention qu'il recevait plutôt que le fait de mon absence. Ouais. Et alors, est-ce qu'on a senti que le plus grand posait justement moins de questions en lien avec l'absence? Beaucoup moins de questions, beaucoup moins d'anxiété et beaucoup plus heureux de me revoir par la suite. Donc, ça m'a fait me questionner à savoir, oui, on répond aux questions honnêtement parce que je pense que de répondre à une question honnête,
ça crée une ouverture sur plusieurs autres questions qui vont venir. Ouais. Si l'enfant sent que il y a quelque chose qui n'est pas clair dans la réponse, peut-être que là, je vais juste m'abstenir la prochaine fois, puis on ne veut pas ça. Donc, c'est un petit peu où est-ce que j'en suis en ce moment, mais c'est sûr que ça évolue vite. Oui. La difficulté, je crois que c'est de Lynn. pouvoir saisir jusqu'où aller avec notre enfant, jusqu'où lui, il est capable d'aller, où il est rendu et Ouais. jusqu'où nous, on est capable d'aller Ouais, aussi. Et si jamais c'est des sujets qui sont beaucoup plus difficiles, l'exemple, le suicide, c'est pas évident de parler de ça à nos enfants. Être capable justement d'aller chercher de l'aide extérieure pour nous donner des hints. On n'est pas omniscient, on connaît pas non, tout c'est malgré le sûr. fait qu'on ait des On est enfants. pas Alors, expert ouais. dans tout, C'est c'est sûr. sûr. Ça vient pas avec un livre de chevet, là, élever un enfant. Fait que, effectivement, il faut aller chercher de l'aide, je pense. Puis, heureusement, si on veut, souvent, quand tu es rendu à 14 ans, tu n'as pas toujours été confronté à certaines réalités, mais il y a quand même des sujets qui auront été abordés, que ce soit dans un film, que ce soit à l'école, que ce soit... Donc, c'est pas nouveau. C'est juste que tu pensais pas, toi, être aux prises avec cette troublante réalité-là. Mais c'est autre chose. Ben, c'est comme la violence. On était à l'extérieur de Montréal pendant la relâche. On s'est trouvés à Miami sur une plage et puis il y a eu vraiment là, un jeune homme avec un couteau, avec sa blonde qui passait. Il y avait à peu près 50 policiers qui couraient après. Il était en short, mais il nous a frôlés. Il a frôlé ma fille et ses deux copines, mon fils, mon mari, tout ça. Il nous a carrément frôlés, puis on s'est fait bousculer par la police. Puis c'était drôle parce que il y en a une des 3 filles de 16-17 ans là, qui a dit « Wow, on est dans un film! » C'est parce qu'ils sont confrontés Ouais. à ça tout le Ouais, temps ouais, dans un film. Elle est convaincue, elle, que c'était un film, alors que c'était la réalité. Parce Ouais. qu'on apprend beaucoup dans les films. Comme tu dis, Luc, c'est vraiment, tu sais, on voit certaines choses, on entend certaines choses. Une fois qu'on est confronté, c'est tout un autre aspect. Alors, il a fallu qu'on s'assoie dans un café puis qu'on explique, non, c'est ça la réalité, c'est pas un film. Ouais. Ce garçon-là trouve pas ça drôle et si jamais il rentre pas à la maison parce qu'il est emprisonné, les parents trouveront pas ça drôle ou en tout puis- cas, tu sais, il y a des c'est ça. conséquences. Oui. Est-ce qu'il y a des situations justement où parfois on se sent impuissant? Je parlais tantôt de peut-être violence chez des amis et là on se dit, bon, est-ce qu'il faut s'impliquer, pas s'impliquer? Comment aider notre enfant à désamorcer ou bien les voisins ou bon... vous dites ce que vous voulez, là, mais peut-être même si c'est déjà arrivé dans le passé, dans vos vies, puis là, il faut expliquer certaines choses pour essayer de remettre un peu d'équilibre dans tout ça. Il me semble que la violence, quand c'est quelqu'un de connu, ça doit être difficile à désamorcer. Est-ce que c'est arrivé à quelqu'un ou, mis à part là, la mise en scène trop réelle que Diane... Bon, mais tant mieux. Tant Non, mieux, tant mieux. je dois avouer que moi, non, il n'y a pas eu de violence autour de... Comment- Même pas avec les amis. Si je prends, bon, religion, valeurs, tout ça, comment aider nos enfants à penser par eux-mêmes? C'est tellement tentant de vouloir influencer parce qu'on croit souvent avoir la bonne vision. Puis là, après ça, bon, et là, je parle pas juste de, supposons, le ciel existe-t-il ou non, là, le paradis, bon, oui, c'est libre à chacun, mais, tu sais, on est beaucoup dans l'histoire de la charte, puis les objets, puis de dire à son enfant, t'es libre. Mais nous, on est peut-être foncièrement contre certaines choses. Est-ce qu'il y a de la place pour ça, vous pensez, comme parents? Est-ce que vous en êtes là à dire, moi, je veux dire à mon enfant, t'es libre, même si ça ferait pas mon affaire qu'il fasse tel ou tel choix. Par rapport à la religion, Entre bien autres, sûr. mais, Ouais, OK. Oui. Ben, en fait, moi, je me réfère... Oui, pardon. Non, Je me réfère... Moi, je mets votre nom en Oui, sous-titrage c'est en bon. bas de l'écran. On a toutes des... Ouais, femme numéro 1, femme numéro 2. C'est ça. En fait, je me référerais peut-être plus à la manière dont j'ai été éduquée. Je me souviens clairement, parce que moi, je suis pas dans cette réalité encore. Mes enfants me posent pas encore de questions par rapport à ça, parce que on les expose pas non Ouais, plus. c'est pas une préoccupation. Mais la façon dont mes parents ont géré ça, et je me souviens très bien d'avoir moi-même posé la question par rapport à Dieu, parce que
parce que ma grand-mère est très, très croyante. Donc, comment ça se fait? Qu'à la maison, papa, maman ne me parlaient pas de ça du tout. Et puis, finalement, quand j'allais chez grand-maman, c'était beaucoup ça. Dans les histoires, avant de faire dodo, ça revenait toujours à la religion parce que c'était important pour elle et dans sa vie. Donc, elle me l'inculquait. Et puis, j'ai commencé à poser des questions. Comment ça se fait que papa, maman, vous parlez pas de religion? Et moi, j'essayais de me trouver une identité par rapport à ça. Et c'est vraiment... ma mère, je me souviens très bien m'avoir dit, puis je devais peut-être avoir 6 ans, 5 ans? Elle m'a dit, va trouver tes réponses, te pose des questions, va à la messe avec grand-maman. Quel âge aviez-vous quand vous avez commencé à questionner? Oui, je pense que c'était 5-6 ans, c'était assez tôt, je pense. Est-ce que va trouver tes réponses, c'est... envers grand-maman. Okay. Non, c'est ça. Va trouver tes réponses. Moi, je peux pas t'en parler parce que moi, voici ce que je crois ou je ne crois pas, mais grand-maman, elle croit ceci, cela, alors va lui poser des questions directement et tu décideras par toi-même qu'est-ce que tu veux croire. Donc, ça a été sur une longue période. J'allais avec elle à la messe, chose que je ne connaissais pas du tout. Pour moi, c'était une sortie, c'était de passer du temps de qualité avec ma grand-mère. Et puis, c'était correct comme ça aussi. Elle croyait, puis mes parents, non. Et puis, j'ai pu vraiment par la suite me faire mon opinion personnelle. Donc, ça a été vraiment d'avoir le spectre complet. Ouais, Diane, j'aborde un peu dans le même sens que... Parce que, en fait, c'est leur donner toutes les connaissances, ils feront leur choix après. OK, donc Camille pourrait arriver avec quelqu'un qui pratique l'islam et elle pourrait le voiler, puis on vit avec ça? On vit avec ça, ce sera elle qui décidera. Moi, dans le métier que je fais, là, avec les handicapés, j'ai des voilés, j'ai des gens qui parlent de toutes les langues, j'ai toutes sortes de gens. Puis à un moment donné, ils font leur propre cheminement. C'est sûr qu'elles arrivent avec un bagage familial. C'est sûr. Hein? Mais je pense que l'idée, c'est de leur donner les outils pour être capable de faire le choix. Parce que d'arriver voilée sans qu'elle ait eu en fait, un peu d'information, ça donne absolument rien. En fait, tout ce qu'elle va faire, c'est se heurter à quelque chose dans lequel elle n'a pas choisi. Lynn, qu'est-ce qu'on fait avec les images de guerre à la télé? Vous parliez d'un de vos enfants là, pour qui la télé, c'était vraiment utile dans sa formation. Qu'est-ce qu'on fait avec ces images-là? Oui, on peut contrôler à un certain point, mais pas toujours. Non, effectivement. Ça serait pas sain, d'ailleurs, à l'âge où sont rendus mes enfants, de les empêcher de regarder des images de guerre. Ça fait partie de la vie. Ce sont des choses qui existent pour de vrai. Donc, ça serait un peu faire l'autruche que de vouloir fermer la télévision à chaque fois qu'il y en aurait. Par contre, le degré de réalité des images en question, ça, c'est autre chose. Il y en a certaines aussi que j'insiste pour être présente. Il y a certains films qu'on va regarder ensemble volontairement. Mais il doit y avoir un retour de fait par après. La difficulté avec la télévision et un sujet comme la guerre, c'est que ça semble irréaliste. Un peu comme Diane disait tantôt, c'est difficile de emmener nos enfants à croire que ça existe pour de vrai, que ce n'est pas du cinéma. Et c'est tout ce côté réel-là qui est difficile à aller chercher. Est-ce qu'il y en a qui ont des gens qui ont incorporé les forces armées récemment dans vos familles de proches ou de loin pour qui ça aurait été sujet de discussion autour de la table? Non, personne? Non. Parce que ça aussi, c'est autre chose. Le film est tante une telle ou oncle une telle choisit d'aller en Afghanistan pour soit nous protéger ou enfin bref. Je vais être obligé de vous arrêter malheureusement, Lynn, parce que c'est tout le temps qu'on a. Diane Chenevert, Lynn Laporte, Stéphanie Delisle, merci beaucoup. Merci. Il sera question d'environnement, de santé également. C'est Isabelle qui prend la relève pour 1 heure. Moi, je vous retrouve mardi, en fait.